En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, nous accueillons ce matin sur les antennes de Radio Classique et Public Sénat Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Cet agenda social, la conférence sociale qui a démarré hier, est-ce que au moins vous pouvez saluer quand même la méthode? En quelque sorte, le gouvernement renoue avec les corps intermédiaires qui avaient quand même été critiqués par le candidat Nicolas Sarkozy à l'époque. Écoutez, d'abord, je trouve effectivement positif et utile qu'on fasse une réunion avec les partenaires sociaux. Mais enfin, je voudrais quand même pas qu'on nous fasse croire et qu'on fasse croire aux Français qu'on est passé tout d'un coup de la nuit à la lumière, comme disait Jack Lang en 1981. Je rappelle que durant le quinquennat précédent, il y a eu un très grand travail de concertation sociale. Je rappelle la grande loi de 2008 sur la démocratie sociale. Surtout au début du quinquennat. En fait. Bah oui, enfin, je rappelle qu'à la fin du quinquennat, nous avons pris mis en œuvre une réforme qui était très courageuse et très difficile, qui était la réforme des retraites, qui était vitale pour le pays, très critiquée par les syndicats, et qui était unanimement critiquée par les syndicats, au point qu'on n'a pas pu discuter avec les partenaires syndicaux, à cause de cette opposition de principe, là où tous les autres pays avaient fait la réforme des retraites. Donc, en dehors de ce point qui est un point qui est très intéressant d'ailleurs à méditer sur le rôle que doit être celui des partenaires sociaux dans notre pays, il y a eu du dialogue social bien sûr dans le quinquennat précédent. Mais pour parler d'avenir, puisque c'est ça qui nous importe, je voudrais quand même dire la chose suivante. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette rencontre sociale d'hier, c'est que du point de vue de la compétitivité, comme du point de vue du pouvoir d'achat des Français, qui sont les deux grandes priorités. Les deux thèmes étaient liés, en tout cas, oui, dans l'ordre du jour. Et puis ça tombe bien, c'est les thèmes majeurs pour l'avenir du pays dans cette période de crise que traverse l'Europe. J'ai eu le sentiment que les mauvaises décisions, c'était pour tout de suite, et que les bonnes décisions, c'est peut-être dans un an. Bon. Parce que quand vous faites la liste des décisions qui sont prises en ce moment, elles visent toutes à plomber la compétitivité et à réduire le pouvoir d'achat des gens. Donc il faut quand même qu'on mesure de quoi il s'agit. Quelles sont les décisions du moment? Premièrement, on va supprimer la fiscalité anti-délocalisation, qui était un élément majeur pour réduire le coût du travail, en baissant les charges patronales. Deuxièmement, on fait peser sur la feuille de paye de tous les salariés français, pas des plus riches, de tous les salariés français, le financement du retour à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont travaillé à 18 ans, et la suppression de l'exonération fiscale sur les heures supplémentaires. J'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tous cette espèce de fumée pour dire on va dialoguer, pour se rendre compte que les principales décisions de l'été sont toutes des décisions qui portent atteinte à la compétitivité et au pouvoir d'achat. Sur les dépenses, un certain nombre de ministères vont quand même être concernés, peut-être pas tout de suite, mais... Ça c'est l'autre sujet. Mais sur ces questions budgétaires, là encore, moi je suis très troublé, parce que quand on y regarde de près, qu'est-ce qui est dit par le gouvernement? D'abord, ils nous disent on va geler les dépenses. C'est salué comme un courage extraordinaire. Je rappelle, pour avoir été ministre du budget, que les dépenses, lorsque la période est difficile, font toujours l'objet d'un gel, qui ensuite est plus ou moins, comme on dit, dégelé en fin d'année en fonction de la situation. Donc il n'y a aucun exploit là-dedans, ni aucun effort. Deuxièmement, et plus sérieusement et plus gravement encore, à propos des baisses de dépenses, on nous annonce qu'on veut baisser les effectifs de la fonction publique. Enfin, en tout cas, qu'on veut les mettre à niveau de zéro. Bon, c'est-à-dire qu'on arrête la réduction que nous faisions, nous, par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite. Mais surtout, et c'est là où l'hypocrisie est totale, le gouvernement socialiste nous dit, oui, mais attention, nous allons quand même créer les 60 000 emplois prévus dans l'éducation nationale sur 5 ans. Sur 5 ans. Oui, ça fait 12 000 la première année. Bon, donc ça veut dire que, à supposer même qu'on veuille être à zéro, je ne parle même pas de réduction, à zéro, cela peut représenter dans la totalité des autres ministères près de 2 fonctionnaires sur 3 non remplacés à leur départ en retraite. Oui, enfin, les ministères sanctuarisés représentent la moitié de la fonction publique. Donc on n'a pas besoin d'être très bon en maths pour comprendre que ça veut dire derrière quelque chose qui est intenable. C'est donc encore une fois une vue de l'esprit. Qu'en sera-t-il de ministères comme la culture, le développement durable, le ministère des Affaires sociales, ou même le ministère des Finances? Il faut que la Maison France puisse tourner. En attendant, vous voyez, donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout cela. François Hollande a nettement laissé entendre hier qu'on pouvait peut-être s'attendre à une hausse de la CSG. C'est vraiment quelque chose qui vous choque, ou au fond, est-ce que c'est pas une mesure, dans le contexte économique que l'on connaît, qui est
relativement juste. D'abord, Vous auriez préféré la TVA, mais probablement. Il y a une chose que, là encore, je n'arrive pas à comprendre, sauf à considérer que le sectarisme doit l'emporter sur tout le reste et que tout doit être fait à l'encontre de ce qui a été fait par Nicolas Sarkozy. Mais enfin, on nous dit, on ne veut pas augmenter la TVA parce qu'il ne faut pas augmenter l'impôt qui est payé par tous les Français. Mais la CSG, c'est payé par qui si ce n'est pas par tous les Français? Il y a une grande différence, en revanche. Et pourquoi nous avions fait le choix d'augmenter la TVA en contrepartie de la baisse des charges patronales pour baisser le coût du travail? Tout simplement parce que la TVA, elle est payée par les importateurs. Et que je ne vois vraiment pas au nom de quoi on pénaliserait les producteurs français pour au financer détriment les des importateurs. sociaux, Oui, a fortiori. sécurité sociale. Mais a fortiori, je rappelle que celui qui importe des produits en France ne paye pas de charges sociales, par définition, ou il en paye moins qu'en France, puisque la plupart du temps, il importe des produits qui sont fabriqués ailleurs qu'en Europe. Donc je voudrais qu'on m'explique pourquoi est-ce que la CSG est plus juste que la TVA. Elle est payée, la CSG, par tous les Français, mais pas par les importateurs qui produisent sans charges sociales ou avec des charges sociales très faibles, à l'extérieur de l'Europe. Tout ça donne le sentiment d'être beaucoup plus proche, finalement, d'une approche idéologique que de la logique économique. Comment se fait-il tout de même que visiblement les marchés, ou en tout cas ceux qui veulent aider la France, puisque maintenant on peut emprunter à des taux négatifs, ça veut dire que la France inspire quand même confiance, Alors, ça, malgré ce que vous dites. Alors, Gilles Leclerc, ça c'est une bonne nouvelle du point de vue de la gestion de trésorerie de l'État. C'est vrai que c'est très très rare que cette situation existe, mais pour être tout à fait juste, de manière générale, l'emprunt obligataire à très court terme est à taux très faible depuis des années. Bon. Ce qui, moi, en revanche, me préoccupe, c'est que il s'agit uniquement du refinancement de la dette à très court terme, quelques semaines. Dès que les taux sont plus longs, pour des emprunts plus longs, là, à ce moment-là, malheureusement, les taux et ce qu'on appelle le spread, et notamment entre la France et l'Allemagne, est très fort. L'écart est très fort. Donc, la France attention a l'air d'inspirer confiance quand même. Oui, mais encore une fois, elle inspire confiance sur des prêts à très court terme. Bon, donc moi, ce qui m'intéresse, tant mieux, c'est une bonne chose, mais je rappelle quand même que les taux à court terme ont toujours, depuis très longtemps, été faits pour le financement de la dette obligataire de l'État. Le vrai marqueur, c'est aussi de regarder la dette, les taux d'intérêt à moyen et long terme. Or, ceux-là sont aujourd'hui de bons niveaux, ils sont relativement bas, mais ils sont un peu plus élevés qu'en Allemagne, et ils le sont en partie parce que les investisseurs considèrent que nous avons de gros efforts à faire en matière de compétitivité et d'assainissement des finances publiques. Et je dis simplement que de ce point de vue, je le répète, ce que j'ai entendu hier lors de cette conférence sociale me donne le sentiment que du point de vue de la compétitivité, de l'assainissement des finances publiques et du pouvoir d'achat, on prend de mauvaises décisions maintenant, et que les supposées bonnes décisions, on les reporte à dans un an. Voilà. On va passer à un autre sujet, l'UMP. Il y a déjà, en tout cas, un candidat déclaré qui est en campagne, c'est François Fillon, qui a démarré hier sa campagne. Est-ce que pour vous, il y aurait un candidat, je dirais, des Français contre un éventuel candidat de l'appareil qui serait Jean-François Copé? Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je pense que chaque jour suffit sa peine. Moi, je suis aujourd'hui dans une situation un peu différente d'un autre candidat, quel qu'il soit, parce que je suis aujourd'hui en charge de l'UMP en tant que secrétaire général, et ma mission aujourd'hui, elle est d'installer l'opposition. C'est ce que je fais tous les jours avec mes amis parlementaires et militants sur le terrain. Viendra le temps, effectivement, de la campagne, à partir de... Il n'y a pas de doute sur votre candidature. Écoutez, vraiment, quelque chose qui est suffisamment important pour qu'on prenne le temps d'en parler. Moi, je dirai tout cela le moment venu. Mais ce que je veux surtout vous dire, Gilles Leclerc, c'est que ce sera l'occasion aussi d'inviter les militants de l'UMP à se prononcer sur ce qu'ils veulent pour les 3 ans qui viennent, puisque vous le savez, le mandat du président de l'UMP, c'est de 2012 à 2015. Bon, il s'agit d'installer l'opposition et il s'agit surtout, et c'est un des axes forts auxquels je songe pour l'UMP pour l'avenir, et il s'agit de repartir à la conquête des territoires perdus, c'est-à-dire de faire en 2014 pour les municipales la vague bleue qui réponde à la vague rose que nous venons de connaître. Et pour cela, je crois que c'est important que chacun voit aussi le parcours électif, ce que l'on peut faire pour apporter son expérience par rapport à cette question. Et puis, il viendra le temps de la confrontation. Il y a beaucoup de questions qui sont posées pour l'avenir de l'UMP. Il y a les hommes, éventuellement des femmes. Il y a aussi un projet, on peut l'imaginer, une ligne politique. Si par exemple, pour un militant de base qui va voter à l'automne prochain, la différence sur le fond entre, par exemple, un François Fillon et vous-même, ce serait quoi? Vous pourriez dire quelque chose? Écoutez, d'abord, disons peut-être aussi les points communs. On peut commencer par là. Il y en a au moins 2. Le premier,
c'est que nous sommes l'un et l'autre opposés à des alliances avec le Front National. Et puis la deuxième, c'est que nous sommes tous les deux européens et très attachés à la rigueur budgétaire et à la compétitivité de notre économie. Ça, c'est les points communs. Bon, les points de différence. Écoutez, il y a peut-être deux éléments qui nous distinguent peut-être. Le premier, c'est que moi je suis très très ferme sur l'idée que on ne doit pas faire d'alliance avec le Front National, mais qu'on ne peut pas non plus appeler sur des élections législatives ou cantonales, par exemple, à voter pour des socialistes qui sont élus avec les voix de l'alliance électorale avec l'extrême gauche. Pour moi, l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est le même combat à mener. Bon. Vous estimez que François Fillon n'est pas clair sur ce point-là? Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, moi je sais, bon, mais je suis très très ferme là-dessus. Bon, le deuxième point, puisque vous demandez ce qui peut éventuellement nous distinguer, c'est que nous n'avons pas tout à fait la même histoire ni le même parcours. Moi, je suis l'élu d'une circonscription, la circonscription de la ville de Meaux, où j'ai connu les triangulaires, avec les quartiers sensibles, et même la avec défaite, des zones rurales. J'ai connu la défaite, c'est vrai, à cause d'une triangulaire, justement. Le Front National faisait 23% en 97 à Meaux, et cette fois-ci, il a fait 9%. Et entre-temps, on a mené une action qui montre qu'on peut faire reculer le Front National, dès lors que l'on a une politique qui soit celle d'une droite et d'un centre-droit à la fois républicain, moderne et puis décomplexé aussi. Voilà. À côté de l'UMP, vous pensez qu'il y a une place pour le centre, que visiblement Jean-François Borloo Jean-Louis Borloo, est en train d'organiser? Oh, je ne sais pas, on verra ce qu'il en sera avec le temps qui passe. Je crois qu'il y a aujourd'hui surtout nécessité d'une dimension centriste, humaniste, libérale au sein de l'UMP à développer. C'est tout le travail auquel s'attelle aujourd'hui, par exemple, une personnalité comme Jean-Pierre Raffarin, avec à ses côtés des personnalités comme Jean Leonetti ou Marc-Philippe Daubresse, Fabienne Keller ou quelques autres. Toute dernière question d'actualité, les conversations rapportées par TF1 entre Mera et les policiers, notamment du RAID, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Beaucoup, oui, c'est quelque chose qui m'a énormément choqué, d'abord parce que c'est une épreuve de plus dans la douleur atroce des familles de victimes de cette abomination que fut la tragédie de Montauban et de Toulouse, et puis deuxièmement, parce que je trouve que c'est une porte ouverte à un précédent qui est en réalité, à mes yeux, en tout cas, inacceptable. C'est à la fois une violation du secret de l'instruction, c'est aussi, sur le plan humain, d'une impudeur terrible. Non, je trouve que vraiment, il faut inviter chacun à réfléchir à ce que doit être la déontologie dans ce domaine. Et vous demandez une enquête précise Enfin, je demande une enquête précise. L'enquête, elle a été demandée, naturellement. Il s'agit de savoir comment des documents comme cela peuvent arriver sur une chaîne de télévision. Mais je crois aussi qu'au-delà de ça, je crois qu'il appartient à chacun de réfléchir aux conséquences de ce que l'on émet sur les ondes ou de ce que l'on peut écrire dans les journaux. Merci beaucoup, Jean-François Merci Copé. Très bonne journée sur Public Sénat et Radio Classique. Bien sûr, il y a eu des premiers ministres incompétents d'ailleurs. C'est François Giroud qui disait le jour où on nommera des femmes incompétentes, là, on pourra se dire qu'on sera l'égal des hommes. Elle avait bien raison. Les femmes représentent aujourd'hui un quart des parlementaires, la moitié des ministres, mais elles ne sont pas encore tout à fait des politiques comme les autres. Alors quelle attitude adoptent-elles quand elles sont au pouvoir? Se distinguent-elles des hommes dans leur communication, leur manière de parler d'elles? Et la nouvelle génération se démarque-t-elle de la précédente? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, celle dont le style suscite toujours pléthore de commentaires. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est mercredi à 18h15 sur Public Sénat. Guyane, 7h30. Le lanceur russe Soyouz a enfin été tiré, emportant les 2 premiers satellites GPS de la constellation Galileo. À côté de Baïkonour, au Kazakhstan, c'est désormais de Guyane que Soyouz peut mettre des satellites européens sur orbite. Ce documentaire retrace l'histoire incroyable de ce lanceur devenu mythique. Soyouz, Ariane 5, Vega sur l'équateur. Samedi à 15h15 sur Public Sénat.
On connaît son pas lent, ses képis blancs, ses voix graves et ses tabliers de sapeur. On connaît ses exploits militaires chaque fois qu'elle est engagée partout dans le monde. On vient surtout l'applaudir tous les ans le 14 juillet sur les Champs-Élysées. C'est la Légion étrangère. Mais à quoi sert aujourd'hui cette troupe d'élite dans l'armée française? Eh bien, ce sera le débat de la semaine sur Public Sénat, juste après le documentaire signé Marcella Ferrarou, Français par le sang versé. Le débat, samedi à 23 h sur Public Sénat.